Bonjour à tous. Très content d'être à l'animation d'un nouveau webinaire aujourd'hui sur ThoughtSpot et la thématique d'analyser ces données rapidement et à grande échelle. Euh, pour ceux qui regardent cette vidéo par après, parce que ceux qui sont dans la réunion me connaissent, je suis Martin d'ActinVision. J'ai le plaisir du coup d'animer notre petite heure d'avant-déjeuner. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné d'un panel de choc aujourd'hui est plutôt bien fourni avec Maxime et Tony qui nous rejoignent de ThoughtSpot à Londres. Bonjour à vous deux. Et Romain qui nous rejoint de Paris, de chez ActinVision, qui s'occupera de la partie technique et démo tout à l'heure. Il y a également Thomas en régie, hein, si jamais vous le voyez, il est connecté, il sera là pour nous aider tout à l'heure. À Strasbourg, il fait beau, du coup j'ai dû fermer le Velux parce que sinon ça brillait de partout et je voyais pas grand-chose. Donc voilà, c'est toute ma lumière un petit peu particulière aujourd'hui. Le format de ce webinaire est également un peu particulier. Nous avons un temps en plus de prise de parole, introduction à la solution et keynote. On aura aussi un temps de démonstration. Sachez aussi que la keynote aura lieu en anglais parce que nous avons la chance d'avoir un VP Sales Engineering avec nous aujourd'hui. Mais du coup, il fera ça dans sa langue natale. Voilà, il y aura cette partie-là tout à l'heure. Avant de démarrer, juste quelques considérations logistiques. On est sur un webinaire Teams. Donc, pas de micro pour les participants. Maintenant, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Il y a une fonction chat dans l'application Teams. N'hésitez pas à vous en servir. Thomas est là. Voilà, il vient d'écrire du coup pour interagir avec vous. J'ai aussi le chat ouvert. Donc, s'il y a des questions qui sont pertinentes à ce qu'on est en train d'évoquer ou le contenu qui est en train d'être traité, on essaiera de les introduire dans ce que nous évoquons pour interagir. Si jamais on n'a pas le temps ou que c'est une problématique autre, enfin une question autre qui traite d'une autre thématique, on prendra ça à la fin. On a 5-10 minutes de prévu pour cela. Et si vous voulez, on peut également traiter ça en off. Par après, on pourra reprendre contact, bien entendu. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était important de faire avant qu'on démarre. On va commencer du coup avec Maxime. Tu es pas muté parce que tu parles via le micro de Tony, hein, je crois. Oui, oui, on partage la salle, donc on est à un côté de l'autre. Donc s'il y a une main qui se balade, c'est bien moi. Bon, C'est pas de c'est la bon à magie. savoir. C'est bon à savoir. Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Donc, Maxime, chez ThoughtSpot à Londres, parle-nous un petit peu du pourquoi, du comment et de ThoughtSpot. Oui, bien sûr. Donc rapidement. Donc moi j'ai rejoint ThoughtSpot il y a un peu moins d'un an aujourd'hui. Pour la petite histoire, j'ai pas du tout de background avant ThoughtSpot dans le monde de la data. Ceci dit, j'ai appris à connaître un monde de passionnés, des passionnés de la data, ce qui m'a changé de la cybersécurité. Euh, Petite parenthèse. L'idée, j'ai rejoint ThoughtSpot du coup pour lancer ThoughtSpot sur le marché de l'Europe du Sud, notamment avec un gros focus particulier sur la France. Et en faisant cela, durant mes démarches, vu que j'étais tout seul à l'époque, je cherchais des petits copains. Je suis tombé sur toi, Martin. On a pas mal discuté à l'époque sur le pourquoi du comment, pourquoi ThoughtSpot. Donc justement, quand on regarde un peu le marché traditionnel, on va dire, de la BI aujourd'hui, et avec les acteurs qu'on connaît, une question pour toi, Martin. Qu'est-ce qui t'a intéressé à l'époque et aujourd'hui, du coup, pour lancer ce partenariat de votre point de vue avec ThoughtSpot? C'est une très bonne question, Maxime. Merci de l'avoir posée. Si vous connaissez ActinVision, notre mission, c'est de révéler les potentiels autour de la data et de placer la data au cœur des organisations avec lesquelles nous travaillons. Et on a toujours fait ça avec l'approche business intelligence à la base, hein, c'est du monde duquel nous venons, donc avec l'intégration de données, les data warehouse, les outils analytiques et de visualisation par après. Ensuite, nous avons suivi cette nouvelle vague et Tony sait très bien de quoi je parle, avec les solutions de data viz, avec des solutions plus abordables pour l'utilisateur final dans la création de ses propres contenus. Et c'est une très bonne chose, hein, ces outils-là
qu'on se mette en fait en mode ok, je ne suis pas un utilisateur IT, je suis quelqu'un du métier, j'ai une appétence pour la data, j'ai une envie en fait d'approfondir les choses. Ok, qu'est-ce qu'on peut me mettre à disposition pour que je puisse le faire? Et ça, c'est très bien, c'est une bonne étape à franchir, surtout au début de notre activité. Par contre, c'est quand même quelque chose de relativement technique. Le commun des mortels, je me considère dans cette population-là, a tout de même des cas d'usage et des questions analytiques à se poser, mais n'a pas forcément ces compétences ou cette appétence-là pour de la statistique, pour de l'analyse de données, pour des choses qui, fondamentalement, on ne voit pas quand on apprend à devenir un marketeur ou un responsable de ressources humaines ou qu'en sais-je. Voilà, les statistiques, l'analyse, etc. Oui, on en parle, mais ce n'est pas le cœur de métier. Donc, on n'a pas forcément cette boîte à outils qu'il nous faut pour bien exploiter des solutions de la moderne BI. Et c'est là qu'on se pose la question, OK, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la moderne data stack aujourd'hui. Et j'ai pris une slide, mais vraiment toute basique, parce que quelque part, l'utilisateur aujourd'hui qu'on vise à travers ces nouvelles solutions, bah, c'est l'utilisateur qui cherche des réponses à ces questions, pas simplement en la posant cette question, pas en faisant du drag and drop, en cherchant des outils avec des types de visualisation, etc., mais en posant des questions. Et nous cherchions du coup des solutions technologiques permettant d'adresser ce type de personnes-là, cet utilisateur-là. Et quand on a échangé avec toi, avec tous les membres de l'équipe Hotspot, on a trouvé quelque chose qui répondait un petit peu à cette vision-là. Voilà la réponse que je pourrais te donner. Et je pense que ça va aussi de pair avec votre vision du marché. Oui, tout à fait. Donc, si on parle, si on peut partager l'écran, voilà. C'est bon, hein, c'est partagé. En gros, pour reprendre tes mots, Martin, tu as mentionné le fameux Modern Data Stack. Et c'est là, nous, où aujourd'hui, on se voit. De notre point de vue, on est en plein dedans. Et il y a plusieurs raisons. Il faut savoir qu'à l'origine, Hotspot, c'était une solution on-premise. Donc, nous, on dit toujours qu'on a 2 dates d'anniversaire. Il y a un peu plus de 12 ans, quand la société a été créée, qui était une société on-premise. Et puis, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, où la société, les fondateurs ont pris la décision stratégique de recoder toute la plateforme et de faire une refonte totale pour passer en mode 100% SaaS. Donc aujourd'hui, notre plateforme est disponible uniquement sur le cloud. Et la raison principale de ce choix a été l'émergence des technologies que tu as brièvement mentionnées, des Cloud Data Warehouse. Donc, quand on parle de Snowflake, de Databricks, de Google BigQuery, ces nouvelles technologies ont permis beaucoup de choses d'un point de vue data, notamment forcément de ramener tout ce qui était on-premise vers le cloud et tout ce qui va avec, donc la performance, un autre mot buzz, mais la scalability. Donc, qu'on ait 1 milliard de lignes, 100 millions de lignes, ou comme certains de nos clients, 400 milliards de lignes, tant que le Cloud Data Warehouse va pouvoir supporter cette charge, de notre point de vue, il n'y aura aucun souci parce que aucune agrégation, aucune data va sortir ou ne doit sortir du Cloud Data Warehouse. Donc, ça veut dire que Hotspot va venir se plugger directement sur le warehouse de votre choix, du choix des clients. Okay. Donc, aujourd'hui, le schéma classique chez nos clients, ça va être les sources de données, quelles qu'elles soient, un outil d'ETL ou LT tel que Matillion, Fivetran par exemple, le warehouse, dbt qu'on voit de plus en plus, notamment sur la France. J'ai fait pas mal de meet-up ces derniers 6 mois où la communauté est vraiment en train de grandir. Donc, dbt, c'est un outil de transformation. Pour ceux qui connaissent peut-être la version Google qui est LookML. Et derrière, Hotspot. Donc voilà, l'idée, c'est de permettre aux personnes d'utiliser les technologies et les éditeurs avec qui ils se sentent bien, dans toute la partie data stack, data prep. Et derrière, la visualisation, nous, on va faire en sorte que, encore une fois, peu importe ce que vous utilisez, nous, on va pouvoir venir se plugger dessus. Que ce soit ramener les modèles de transformation dbt ou de LookML demain. Ça va venir bientôt. Donc, c'est un peu notre vision des choses. Maintenant, si je passe rapidement un peu à
pourquoi on existe. En 2 minutes, l'histoire de la BI, mais ça va être une belle transition pour Tony qui, lui, va pouvoir vous raconter son parcours, parce que lui, il a vécu toutes ces étapes. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais si on reprend très rapidement l'histoire de la BI, traditionnellement, au début, quand on pense aux éditeurs tels que SAP, Cognos, on avait cette personne au milieu qui était souvent un développeur, hein, parce qu'il fallait être assez technique pour manipuler ces outils, qui était entre le Cognos ou les outils de BI traditionnels et les métiers. Les métiers arrivaient avec un cahier des charges bien défini et disaient « je veux savoir ABC ». Le développeur faisait ce qu'il avait à faire dans Cognos et dans SAP, des uploads, des downloads, des extracts, etc. Ressortait une visualisation plus que statique. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passait? Soit je comprends pas trop, soit j'ai la prochaine question et on est reparti pour un tour. Ça, c'est un peu le mode traditionnel BI. Et là, le cercle que vous voyez au-dessus, à chaque fois, va représenter la population totale des métiers, et le cercle en pointillé représente au final la population de personnes qui pouvaient avoir accès à la data. D'accord ? On a ceux qui voulaient avoir accès et ceux qui pouvaient. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'était des outils assez techniques. Puis est arrivé Tableau, Qlik et Power BI qui ont, si j'ose dire, rendu la BI un peu plus sexy. Donc, il ne fallait plus être développeur, mais il fallait être un analyste. Donc, encore une fois, il fallait avoir quand même des connaissances SQL, il fallait avoir un minimum de connaissances niveau code pour pouvoir sortir des belles choses. Donc, encore une fois, on avait ce goulot d'étranglement entre les métiers et l'équipe BI ou l'équipe de data analyst, où au final, les métiers, encore une fois, venaient à poser des questions à l'équipe BI. Alors, soit après, la réponse arrivait soit trop tard, donc elle n'était plus pertinente, soit elle arrivait et les métiers avaient une nouvelle question par rapport à ce qu'ils venaient de voir. Donc, on était encore une fois reparti pour un tour. Et surtout, encore une fois, pour utiliser, quand bien même on avait agrandi le cercle des personnes qui pouvaient utiliser ces outils, il fallait quand même savoir ce que c'était une dimension, une mesure, etc. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, mon cerveau, il ne réfléchit pas en dimension et mesure. Il réfléchit ce que je fais au quotidien. Donc, c'est taper des mots-clés, utiliser des barres de recherche afin de trouver ce dont j'ai besoin, que ce soit sur mes applications de musique préférées ou sur Google. Puis 20 arriva ThoughtSpot. L'idée derrière ThoughtSpot, c'est de se dire, nous, on veut démocratiser l'accès à la data. Donc, le cercle Poitiers, on va le faire le plus large possible, en rendant l'accès à la data le plus facile possible. Et comment on va faire ça? On va apporter ce que les gens connaissent de par leur quotidien. Encore une fois, c'est cette notion de mots-clés, de barre de recherche, au monde de la data. Parce que nos fondateurs à nous, ils ne viennent pas du tout de la data, ils viennent du monde du search. Donc, on a une vingtaine de patterns, le mot français m'échappe, sur cette technologie d'indexation de la donnée, de search, de recherche, etc., qui va permettre aux métiers, au final, de poser leurs questions par eux-mêmes. Toutes ces requêtes ad hoc que les métiers peuvent avoir, on ne va plus passer par les équipes BI ou data. Et ce qui va se passer, c'est que l'équipe data va récupérer pas mal de temps et passer beaucoup plus de temps sur des missions, disons, plus stratégiques niveau data, donc de la modélisation, de la data prep, faire en sorte que la data soit clean au niveau de la couche sémantique, etc., afin que la visualisation derrière, opérée par les métiers, pour les métiers dans ThoughtSpot, soit le plus clean possible. Donc voilà, un cours d'histoire BI en 3 minutes, mais c'est une bonne transition pour Tony qui, lui, a vécu toutes ces époques, toutes ces différentes époques et de l'intérieur, pour le coup. Bah, tout à fait. Merci en tout cas, Maxime, pour ce petit passage plus académique, mais c'est important aussi de positionner le débat. Et on va effectivement venir à Tony. Je ferai le switch en anglais dans un rapide instant, mais comme tu l'as dit, Maxime, Tony a vécu tout ça. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a un point de vue
très unique, dans la mesure où il a vécu ça chez Cognos, puis chez IBM, et je l'ai rencontré lorsqu'il était chez Tableau. Il a passé une bonne partie de sa carrière aussi. Aujourd'hui, Tony est VP Sales Engineering chez ThoughtSpot. Je passe du coup la barrière de la langue. I'm going to switch to English. Tony, that's your cue. Over to you for your keynote. Thanks very much. Yeah, most of what I understood there was my name, Tony. So I knew my time was coming. I know. So thanks for that. And yeah, let me start by apologies. We have to switch to English. I am South African, been living in the UK for quite a while now. And while South Africa has 13 official languages, not one of them is French, so I can't really go there. So let me give you a little bit of an intro to me and sort of tee up what I'd like to talk about. I've been in this industry for over 23 years now. My first role when I came to the UK from South Africa was at GSK, where I was actually, in essence, a customer of this industry. I was in group financial reporting, struggling in a world of building reports in Excel. I then spent a bunch of time, if you look at the slides that Maxime presented, that is my career almost. I started in the world of traditional BI with Cognos and IBM, but most recently spent 9 years at Tableau, running sales engineering in EMEA, and then for the last 2 years as the COO of the EMEA business. Been with ThoughtSpot just over a year, in fact, a year last Friday. And great move. But at the time when I was leaving Tableau and Salesforce, it was a massive decision for me. I'd been there 9 years. I could have sat on my hands for the next 10 years until I retire. Not really my style, but still thought long and hard and did my due diligence about joining ThoughtSpot. But still on day one, when you join a brand new company, you always have, a little nagging concern is, have you made the right move? In my second week here, they sent me to the Gartner event in London. And that was quite a validating event for me. The keynote at Gartner by a lady called Rita, who's their VP of Analytics, was all around how do you scale your analytics. And I stole one of her slides, and her presentation was 45 minutes. But really, for me, this was sort of the key theme to her presentation. And it sort of augments what Maxine's been talking about. It's how our world of analytics and data is moving from this world to the analyst to be a lot more focused on the consumer. The consumer, someone who is not, a data professional, who is your normal business person, but who is a lot more au fait with the world of technology these days. And I still believe firmly nobody understands their data other than the person whose data it is. If you talk to a marketing professional, they understand their marketing data. A finance person understands their finance data. So getting it in the hands of those people is where you can really sort of expose the value of that data inside your company. The reason the world is moving that way is the rise of these swim lanes of technologies, which is moving at an exponential speed. And I've certainly seen it over the last year that I've been here at ThoughtSpot. And so, this conversation and having conversations with your data, embedding your data, telling stories with your data, all of that enabled by us seeing the ecosystem of our customers converge into the cloud, converge into this modern data stack that Maxine mentioned. There is a growing trend around the decline of the dashboard. And so all of these things are leading us to a world where we will be empowering the consumer a lot more. And she did a bit like Maxine. She gave a brief history of how we've got here. And unfortunately, fortunately, it's the story of my career. And I've been pretty lucky to sort of just stay slightly ahead of the wave as our industry has transformed. And she spoke about how we started in the world of, the Cognoses, business objects, MicroStrategy, Crystal Reports, OBIE, where data was the domain of the IT professional, and they were building these semantic layer-based tools that surfaced data in a language that the business understood, and for the first time. So it was quite groundbreaking at that time.
And that was a good part of my career. That was a good sort of 8 years that we were running around with these tools. But then the market got severely disrupted with the rise of Qlik, predominantly here in Europe. I think Qlik was the first, then Tableau, and then Power BI. And, you know, I had a good run at Tableau. And if I go back to my early days at Tableau, I was running around talking about these report backlogs in the IT department and how end users were getting frustrated at waiting for the answers to their questions. And while, you know, we were really successful at Tableau, as was Power BI and Qlik, in essence, I think all we did was move the problem from one place to another. You know, I'm now talking to customers that are frustrated with the analyst community because they're waiting for the analyst community to surface their the answers to their questions for them. And so then she started talking about where is the world going. And this presentation was actually done last year. It was last year's Gartner event, because interesting, Gartner's like in 3 weeks' time from today. And she started talking about these conversational interfaces. And I've left this slide in just because it's quite amusing these days. And I think it demonstrates how fast our ecosystem is moving. At the time, this was Qlik's chatbot, where you had predefined questions and which would then surface an answer for you. You know, this looks like a Volkswagen parked next to a Ferrari these days, with the rise of GPT and everyone embracing the world of natural language. Her next slide was, where is the world going? And this was sort of the validating moment for me, because she put up ThoughtSpot. She said, we are moving to a world where the consumer will have the power. They'll be using natural language and augmented analytics, AI, call it what you will be surfacing insights to the end user. So the machine will be helping the end user. So that, you know, I took a picture of that up on the big screen. My wife thought I was insane leaving a company like Salesforce, you know, Fortune 100 company, to come to, at the time, it was perceived as a startup. So I sent the picture to her and said, look, I'm not insane. She still thinks I am, but Gartner thinks I made the right move. So this was her slide about where is the BI industry today. And obviously, you have to remember, Gartner looks at the world from the perspective of the vendors in the market. So that dotted line you see down the right-hand side of the screen is where at the time Gartner perceived all the vendors on average. I would argue that line has moved slightly to the right with the rise of GPT as part of our ecosystem. But that's where she saw most of the vendors. The two orange arrows on the chart are not from Gartner. Those are mine. Because in the last 12 months, I've been running around talking to customers. And 90% of my customers are where that first orange arrow is. They have some sort of BI tool. They have a Power BI, they have a Qlik, or they have a Tableau. And they're trying to understand, where is the market going next? How do they get more value out of their data? How do they embrace this world of GPT and AI to empower their consumers more? The second arrow is where I believe ThoughtSpot is in this market. We are well ahead of the curve. You know, we've been doing search for the last 10 years. And, you know, I certainly wouldn't say 10 years ago we could have predicted where the market has gone, but the market has definitely come to us. It feels like the stars are aligning with the rise of this modern data stack, with all the noise and all the development around GPT and the rise of AI tools. And so we're in the perfect place at the moment to just take advantage of all of that. But I think key when you're looking at tools is, you know, who is your end user and what problems are you trying to solve? And if you go through that story of the ages of BI and how we've sort of spread out, you know, everybody talks about democratizing data. Everybody's talking about surfacing the value of data. But how well have we done over the years? I go back to the beginning of my career, those ad hoc query tools, you had departments in BI that their sole job was to build reports. That moved with the rise of Qlik and Tableau, self-service ETL tools like Alteryx. All of a sudden, those roles disappeared, and you saw data engineers and analysts become, you know, the most popular jobs on LinkedIn these days, because there is a real need for these people to work with these tools. What I've also seen more recently is
the rise of the analytical app and in-app data. You pick your application of choice, whether that be Salesforce, ServiceNow, Workday. No real app worth its salt today doesn't have some form of analytics built into it. The key there, though, is it's built into the app and it's restricted to what's in the app. We use Workday here, we use Salesforce here. I can't go into Salesforce and look for my top performing sales rep and then understand how are we paying him. It's in two different systems and two different applications. So what are we trying to do with ThoughtSpot and with augmented analytics, with natural language, is actually get right out to that consumer, to your customers, your suppliers, your people at the coalface who are working with their data. I stick the 80% up there to remind me of two things I want to cover here. And it's the size of that bubble. And so while we are targeting the majority of your customers, the majority of your workers, we are not trying to replace the work of the data engineer and the data scientists. And in some cases, not even the analyst. As an ex-Tableau person, I have friends who are absolute Tableau fanatics. I know people who love Qlik and who love Power BI. These analysts love their tool. They are highly paid. They do an amazing job. And, I'm not trying to take away their work. I'm actually trying, as you'll see, I'm trying to actually empower them to be able to do their work better. What I am targeting is that 80% of the population who right now find those tools too difficult to use. The other thing it reminds me is over the last 10 years, as I've been running around helping customers deploy analytics, most of the license models you see from these vendors these days have some sort of tiering. And certainly at Tableau, we had sort of a creator, explorer, and viewer. Now, the average demographic of sort of the deals we were doing and most of the vendors, and when I talk to customers, most of the stuff they've bought, 20% of the population are buying the license that allows them to administer or build content, and 80% of the population are receiving what I want to call that viewer license. What does that mean in the world today is that 80% of the population are completely reliant on the 20% to build the content. It's back to the world of 10 years ago when we had the business and IT. Now we have the business and the analytics community. So that's the problem we're trying to solve, and those are the people we are trying to help. It took me a good 6 months here to really get my head around, ThoughtSpot, Tableau, Power BI, Qlik, are they a complete head-to-head compete? Can they augment each other? What is one good for and what is the other good for? And in the next 3-4 slides, I'll try and get across what I think I figured out over the last 6 months through talking to customers, through talking to people here, and just the knowledge I have from my Tableau world. And I'll break it down in 3 slides that have a lot of words, but really at a high level, they're designed to do 2 different things. These analytics tools are amazing at building, the most beautiful dashboards you've ever seen. You go into something like Tableau Public, it's almost art. Some of the things that, the Tableau community have been building. If you look at some of the things that are built inside businesses, you have these highly visual, complex dashboards that enable you to lead a user through a story around data. Whereas from a ThoughtSpot perspective, we've been designed from the ground up for search. We are trying to empower the end user to go and ask what I want to call is quite specific and detailed question. At a really high level, I think the 3 key differentiators that you need to think about when you're looking at either or is, in a ThoughtSpot world, ThoughtSpot absolutely loves data. The more data, the more granular the data, the better. That is what it's designed for. And the other thing is speed. Search does not work unless it's fast. Nobody's going to go and type into a website, find me a holiday in Ibiza, leaving from Stansted
in the October school holidays and then wait 4 minutes for the answer. You're going to go somewhere else. So it has to be fast. This is where the rise of this modern data stack, where the Databricks, the Snowflakes, the GBQs of the world, they have this platform that is built for scale and for power. And we can now leverage that to make search work. And the third differentiator is really the simplicity of it. The ability to just type a natural language question, which most of the population these days know how to do, and get your answers surfaced immediately. So that those are the key things. So just scale and volume of data, the speed and the simplicity are the sort of key things that ThoughtSpot was the core of ThoughtSpot's design. I also think that they are designed to do two different types of work. In the world of data visualization, it's where you have a key metric that I think everybody in your company or all of your customers should know about. And so you build it once and you make it beautiful. You make it pixel perfect. You brand it to your company and you surface that to thousands of people. I was in a customer last week, an energy supplier, and as we walked in, up on the big screen in the office was this most beautiful dashboard that showed energy consumption and how many customers they had, and really high level sort of information that the whole company needed to know. But then in talking to that customer, that very week, they'd had an outage from their telephone supplier. And so their call center went down. And he had a quite unique question of like, how many people were on the line at the time that went down? That's not something he could ask of his dashboard, but it was something, the answer was in his data. And that's where the world of ThoughtSpot comes in. We are designed to enable you to ask quite a specific question inside a massive amount of data, quite a granular data. And to be honest, I'm less concerned about what that looks like, right? When I asked that question, how many of my customers were cut off on the phone in the half an hour that our phones went down last week, I don't care if that comes back as a pie chart, a bar chart, a number, an Excel grid, whatever you want. I just want to know the answer. And I want to know it now because it's really important to service those customers who are probably just disappointed. So it's the expediency of getting to that quite detailed answer. And the other thing is, when I get that, I probably want to ask another question of that data. And I need to be able to do that without having to go back to an analyst. I like to describe it almost as disposable analytics. What are the odds of my phone lines going down again? I'm probably never going to ask that question again. So I ask it once and then I throw it away. And all of this I should have started off by saying, I'm a finance guy by trade. And so I have no SQL skills, but I still want to understand and ask questions of my data. So two slightly different types of work that these tools are designed for. And it's not often, being in the industry I'm in, that you can stand up and talk about two vendors and say they're both good at what they are designed to do. These analytics tool will build you the most amazing dashboard that will be constrained and well-bounded and drive your end users along a story that you want them to follow. If you can get the perfect requirements from the end user, you can build the exact dashboard that you want. And they work well on, I want to say sort of pre-aggregated and less granular data. Whereas, and what ThoughtSpot is really good at is asking those unique questions in massive volumes of data. It's good at build it once and throw it away. And it allows you to explore anywhere in that data. Now, this is not absolute chaos. Obviously, when you build your data model, you're providing almost a walled garden for your users to explore and be safe inside. What was interesting for me that I hadn't thought of when I first came here is as I started talking to customers, a lot of the time cubes would come up. If I go back to my Cognos days, we made a lot of money selling PowerPlay, but pick your cube of choice, Essbase, OLAP, Oracle OLAP, and Microsoft Analysis Services. I still see those tools, those technologies out in my customer base,
And it was the first time we tried to empower the business users to slice and dice and get their own answers. And as legacy and technical debt, a lot of customers are trying to get rid of that. And they now see ThoughtSpot as a tool that provides that same functionality to the end user to drill and go anywhere in their data to get answers to the questions they're looking for. A lot of words on this slide, but the key to this slide is, as your question becomes more and more granular, so you get outside the parameters of your dashboard, and you have to go back to your analyst community to ask you to build something for you. And I see two things happen 99.9% of the time. I validated this with customers over the last 12 months, and it's surprising how you just see their faces light up as how this resonates as to what I see. One of two things. The first is either the analyst tries to build the world's most all-consuming dashboard. We've all seen them. It's the ones that have 12 filters across the top. Every visualization is interlinked. And why have you done that? You've done it in the hope that the end user can choose those 12, 15 different unique combinations that are bespoke to them, that they can get the answer that they require. The problem is there's always a question outside those 15 parameters. And so the end user gets frustrated. Those dashboards are complex and time consuming to build. And to be completely honest, those are the ones that run like a dog. Those are the ones that perform the least well of all your dashboards, because they're trying to suck all of the data in your Snowflake instance into one dashboard, for example, which just doesn't work. So that's the one thing I see. The other is the analyst goes and builds a quick and dirty report or visualization, sends it off to the business and hopes they go away. Now, they never go away because, as we know, there's always that follow-up question. And the worst thing is they look at that thing once and then they never look at it again, because the question is quite unique. And so what you start to see is this buildup of content in your platform that has been used once. I would do audits of, analytics platforms, not altruistically, but on the basis that hopefully it was full and I could sell you some more. And what we would find is, 3,000 reports and dashboards, of which only 200 have been used in the last 2 months. And so these are the symptoms of the disease we're trying to cure. These hard to build, slow performing dashboards, platforms that have, infinite amounts of content that nobody ever uses. And it, it's a vicious circle, because that business user comes back 2 weeks later with a question that is almost similar, but slight difference. You've got so much stuff. You forgot what you built for him last week. You don't know where it is. So you end up building it again, and it just compounds the problem. So those are the sort of key things that we're trying to, that's the disease we're trying to eradicate with ThoughtSpot. My last slide is, I want to say, a picture of my brain. The blue circle was pretty much my brain when I arrived here a year ago. I understood the world of, definitely the world of Tableau and the world of the analyst. And I was struggling to understand the world of ThoughtSpot. And this is my brain today. I think I have a clear picture of where they both sit. We know that these analyst tools are great for dashboards on aggregated data. They're a great tool for your analyst to sort of, as Tableau's mission was, to help them see and understand data and surface insights in that data. ThoughtSpot, we know what that's good for. Self-service for that non-data professional, your consumer. Loads of data. The more granularity, the better. Lots of questions. The ability to drill and ask questions anywhere and at speed, because search doesn't work unless it's fast. Now, in an ideal world, these two bubbles would be separate, but they're not. You're going to see projects where one or the other could potentially do the job. And I think what you've got to think about in that world is simplicity, and not in that way, is it just a simple question that you want the answer to? In which case, that's definitely ThoughtSpot's world. How fast do you need to get that answer? How fast do you need to build that content? Are you less concerned with it being pixel perfect and
and in the color of your brand and all that sort of stuff? Do you just want to get the answer out there as fast as you can? The other thing that I see is, as our customers get more and more used to the paradigm of using a search interface for your analytics, so they start to realize the questions that they're asking again and again and again. And so what do? They save that answer to the question. And they save it to, in our world, we call it a live board, call it a dashboard, whatever you will. They save that. And what are they doing? They're starting to actually build their own content. They are building a dashboard that is totally unique and bespoke to them as an individual. And so not only are you democratizing the access to data, you're democratizing the building process. And so I talk a lot about what's in it for this end consumer, but I do believe there's something in it for the analyst too. I don't know any analyst who wants to sit all day, every day, building reports and dashboards to answer relatively simple questions from the consumer. These are highly educated, highly paid individuals who want to be doing much more complex analysis of your company's data, of your customers' data, and adding value to the business. They don't want to be that old report factory of old that we had in the IT community. So, in summary, this is my brain today. This is how I talk to my customers about how, we can replace a lot of their world with ThoughtSpot. I have two types of customers: those that I spoke about earlier who have an existing tool and are looking to either augment what they've got today. Some are looking to migrate completely away from it. And then probably the third bunch is those customers that are building their stack from the ground up and are looking at the modern data stack, looking at what is best of breed, and are looking at ThoughtSpot as that visualization layer for the investment they've made in that stack. I'll stop. I think we've got time for Q&A at the end, and I'll give it back to you, Martin. Yeah, thanks a lot. Laptops over there. No worries. I really appreciate you taking the time to go through your process and your thinking when it comes to where ThoughtSpot fits into the analytical world and how we ask questions and how we answer them. Donc je vais du coup revenir en français. Merci encore à Tony. Romain, le temps n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, j'ai confiance en toi. De toute manière, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, donc voilà, on n'a pas trop de pression. Ouvrons la machine, voyons ce qu'il y a sous le capot. Très bien. Et à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter déjà un petit peu l'interface de ThoughtSpot. Donc ça, c'est la home page. Qu'est-ce qu'on a dans la home page? On a potentiellement les live boards, donc qui correspondent au dashboard si vous utilisez Tableau. Les live boards qui sont en fait des collections de réponses qu'on a là. Les réponses, en fait, on va les avoir en cherchant directement la donnée. On va taper des requêtes, je vous montrerai par la suite. On va taper des requêtes qui vont nous donner des réponses qui vont pouvoir constituer nos dashboards, nos live boards. Voilà, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est le live board que j'ai pu créer très rapidement, qui est composé en fait de réponses aux questions. Si on regarde plus en détail, qu'est-ce qu'on a en fait? J'ai tapé tout simplement mes sales par cette année, ce qui m'a donné un KPI. Donc un indicateur de vente. Je l'ai fait sur cette année, j'aurais pu le faire sur ce mois. Admettons, on va faire this month. Et là, vous voyez, là, c'est très réactif, très rapide. Maintenant, j'ai obtenu la donnée que je voulais. Donc là, je peux avoir mon KPI, je pourrais le sauvegarder sur mon dashboard. Voilà. Donc, là, en fait, j'ai la donnée très rapidement, j'ai eu la réponse à ma question, c'est-à-dire combien de ventes pour ce mois. Donc en gros, Romain, tu dis qu'à partir d'un live board, un utilisateur peut venir et modifier le contexte de l'analyse pour répondre à une question plus fine ou différente en fonction de son contexte. Tout à fait. Donc là, sur votre home page, vous allez aussi voir tous les live boards qui sont tendances, c'est-à-dire qui ont beaucoup de vues.
Ça vous permet en fait de savoir, vous pouvez faire des recherches également. Alors là, je vais faire une recherche sur mon sample retail pour vous montrer. Je vais faire sales. Voilà, donc là, j'aurai en fait tout ce qui a déjà été produit par d'autres utilisateurs, potentiellement par moi-même et par d'autres éventuellement, qui contient les mots-clés sales. Alors, je pourrais aller plus finement encore, je pourrais faire le sales par région. Et là, en fait, on va avoir vraiment l'information qui a déjà été produite et ce qui me permet, moi, de réutiliser finalement le travail potentiellement des autres ou le mien. Je peux trouver en fait très facilement l'information que je veux via cette interface. Et c'est vrai que c'est un côté communautaire et collaboratif. C'est un peu comme un catalogue, mais qui est directement embarqué dans la solution. Exactement. Exactement. Et là, voilà, je peux chercher dans mon catalogue pour ma source de données les liveboards qui répondent à mes questions ou à mes interrogations. Je peux alors filtrer par liveboard ou par réponse. Ça veut dire, pardon Romain, je profite si on a une question. Potentiellement, tout utilisateur peut créer son propre contenu liveboard ou c'est en fonction d'un niveau de droit ou d'autorisation? Alors, ça va dépendre de droit. On peut attribuer une gestion de droit tout à fait qui permet d'attribuer des droits plus ou moins élevés aux utilisateurs. Donc ça, c'est à définir. Mais vous pourrez autoriser tous vos utilisateurs à créer des réponses et des liveboards. On a Donc la ça, main après, dessus, par contre. voilà, c'est ça. Ça, c'est des politiques de gestion qui sont à définir au niveau de l'entreprise. Mais vous avez la liberté de laisser à vos utilisateurs des possibilités de création. Alors, on peut aussi verrouiller potentiellement, si on crée des réponses ou des dashboards, des liveboards, on peut les verrouiller pour que d'autres utilisateurs ne les modifient pas. Ok. Donc, en fait, effectivement, un liveboard est constitué de réponses. Pour vous donner un exemple, je reprends celui-là. C'est un ensemble en fait, de réponses que j'ai créées en cherchant ma donnée, en faisant cherche data. Là, par exemple, je peux vous donner un exemple. Je prends mes sales. Alors, déjà dans l'interface, je vais trop bien sur l'interface. Là, vous avez le nom des colonnes qui sont dans la source de données. Alors, vous pouvez aussi filtrer, hein, je vous montrerai ensuite. Vous pouvez créer des formules. Alors, pour ceux qui sont familiers de Tableau, de Power BI, on retrouve ici les mêmes fonctionnalités, voire des nouvelles très intéressantes qui pourront vous faciliter l'analyse de vos données et la création de nouvelles colonnes, par exemple. Donc, voilà. Pour ceux qui sont familiers, on retrouve tout ce qui est possible de faire dans les autres logiciels de BI, avec même des possibilités en plus. Cette couverture du Venn que nous montrait Tony tout à l'heure, qu'on peut quand même satisfaire des besoins des analystes avec la solution. Tout à fait. Là, si je veux prendre, par exemple, je veux chercher mes ventes par région. J'aurais simplement à faire by region. Et en fait, on va avoir directement un graphique qui va être généré. En fait, le graphique généré va être le plus optimal pour avoir une bonne visualisation et une bonne compréhension de la donnée. Là, par exemple, j'ai un sales by region. Si je change en le faisant by state, je vais avoir un autre type de visualisation. Maintenant, effectivement, il peut me placer une carte parce que je le fais par état. Donc, en fait, tout le code va proposer à chaque fois la meilleure visualisation possible pour la réponse, ce qui ne nous empêche pas aussi, nous, de pouvoir l'éditer. Admettons, là, si je voulais pas une carte, mais je voulais, par exemple, avoir des colonnes, j'aurais mes états par colonne en nombre de ventes. Alors, sachant qu'on peut, voilà, tout un tas de possibilités de customisation. Là, par exemple, je les ai triées. J'aurais pu changer mon agrégation. Hein. J'aurais pu faire les ventes moyennes, le panier moyen par magasin, par exemple. Hein. Voilà, donc, c'est très riche en possibilités. Alors, ceci, c'est pas de la magie. Hein. Vous voyez, par exemple, en fait, ça va être ces requêtes qu'on va créer en langage naturel. En fait, elles résultent en une requête SQL qui va en fait traduire ce qu'on a entré dans notre barre de recherche en requête
pour extraire l'information de la source de données. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est très transparent là-dessus. Vous savez quelle requête exacte est utilisée pour afficher votre visualisation. Alors, on peut aller beaucoup plus loin aussi en termes d'affichage de données. Alors, je vais vous montrer. Donc, juste par rapport à ce que vous voyez là aussi sur les liveboards, à savoir que là, on est sur un liveboard pour la présentation, j'ai envie de dire un peu plus classique, mais tout peut être organisé selon vos souhaits. Donc, vous pouvez agrandir les différents liveboards, les monter, les descendre. Vous pouvez jouer avec des onglets. Romain, je vois que tu as 5 onglets sur ton navigateur. On pourrait imaginer un scénario où on a un liveboard reprenons qui représentent les ventes et on pourrait avoir plusieurs onglets peut-être par région, donc je ne sais pas, Europe, Asie, États-Unis, etc. Et chaque onglet pourrait donc reprendre les chiffres uniquement de cette région. C'est un exemple. Mais la customisation possible sur les liveboards d'un point de vue visuel est assez orientée, encore une fois, pour l'aisance de l'utilisateur final. Tout à fait. Donc, Voilà. c'est très simple de réorganiser ces liveboards, de changer l'emplacement des graphiques, de leur taille, etc. C'est très simple. C'est très user-friendly, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas des systèmes de tuiles trop complexes comme on peut avoir dans d'autres logiciels. Voilà. Donc, vous avez quand même un degré de personnalisation important pour vos dashboards. Alors, sachez qu'il est également possible de créer des alertes. Par exemple, on pourrait définir un seuil de vente qui nous enverrait une alerte par mail pour informer les décideurs d'un changement important dans leur vente ou leur profit ou tout indicateur pertinent pour eux. Donc, ça permet voilà, de garder contact et d'être toujours au fait des dernières informations essentielles pour le business. Romain, je sais que tu as prévu d'autres choses dans la démo. On a une question, Oui. et peut-être que ce serait bien de la prendre. Si, à partir d'une vue par État, par exemple, on voudrait avoir un détail par client pour l'État du Michigan, comment on s'y prend? Est-ce que c'est une action à faire dans l'outil? Est-ce qu'il y a du drill down? Est-ce que c'est dans une infobulle qu'il faut préparer, comme dans Tableau, par exemple? Est-ce qu'il faut créer un nouvel onglet en fait, qui est indépendant? Comment tu procéderais en fait, Alors, pour par exemple, répondre à cette question? si je veux le filtrer par un état, j'ai plusieurs possibilités. Là où on voit qu'on a le champ state, je pourrais filtrer le Michigan uniquement. Ok. Je pourrais également, alors là, voilà, on voit qu'en fait, ça a ajouté en fait, dans la barre l'état du Michigan. Voilà. Maintenant, j'ai ma carte avec seulement le Michigan. Je pourrais en ajouter d'autres, je pourrais ajouter le Colorado, etc. Donc, en fait, on peut soit le faire directement en langage naturel dans la barre de recherche, soit appliquer des filtres comme on a ici. Ok. Et si Donc, on a un liveboard avec les ventes, est-ce qu'il y a possibilité pour reprendre les mots de Martin, de drill down justement, tout à fait. sans passer par la barre de recherche? Tout à fait. Alors, admettons, par exemple, je vais rester sur le total de vente par état. Tout à fait. En fait, il est possible de réaliser des drill down. Voilà. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur un état en particulier. Prenons celui-ci, le Montana. Je pourrais en fait avoir mes ventes pour le Montana par type d'objet, par type de vêtements. Donc c'est très facile en fait d'accéder à l'information que vous voulez. Là, j'ai tout simplement, vous voyez là, je remonte dans la hiérarchie, mais j'ai tout simplement fait un clic pour afficher, pour ventiler finalement ce sous-ensemble de données par type d'item. Enfin, j'aurais pu le faire par magasin, etc. Hein, c'est tout un tas de possibilités. Bon, en l'occurrence, il n'y en a que 2 dans le Michigan, dans le Montana. Alors, on a d'autres fonctionnalités qui sont très, très intéressantes. Alors, je sais que le temps n'est pas
N'est pas notre ami aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Mais sachez qu'il y a des, comment dire, des fonctionnalités qui sont très très intéressantes et qui vont potentiellement vous faciliter la vie. Par exemple, alors ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire dans d'autres logiciels. Mais je peux comparer, par exemple, janvier de cette année à mars de l'année dernière. Et ça, je le rends très très facilement en fait en langage naturel. J'ai juste à taper janvier de cette année. Alors, sachez aussi que là, il est en anglais, il pourrait être en français, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai mis en anglais parce que le dataset était en anglais, c'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez tout à fait rentrer vos requêtes en français. C'est juste que en fait, si vous avez par exemple en fait, vous allez avoir un dictionnaire de données. En fait, si vous, voilà, vous pourrez à chaque fois comment dire, ça va s'adapter à votre langue. Et vous pourrez, au lieu de taper, par exemple, last year, vous taperez dernière année. Mais vous aurez les résultats que vous souhaitez que vous souhaitez afficher. Donc, peu importe la langue, vous allez pouvoir travailler avec l'outil, même si vous ne parlez pas anglais. Donc voilà, des fonctions intéressantes comme comparer un mois d'une année à un mois d'une autre année. Donc, c'est assez plus complexe à faire dans d'autres logiciels de business intelligence. On peut faire aussi des versus, c'est très, très intéressant. Là, par exemple, j'ai une comparaison en fait de mes jackets versus mes shirts. Donc là, pareil, je les générer très très facilement parce qu'en fait, là, il va comprendre que, en fait, il va trouver directement que jacket est un type d'item. Il comprendra aussi, si je lui dis versus, de me comparer en fait ces deux types d'items, chacun l'un avec l'autre. Donc ça, ce sont des types d'analyses qui sont très très puissantes et extrêmement faciles à mettre en œuvre. Très simple à faire. Et c'est extrêmement rapide. Alors voilà, il faut savoir que c'est du live, donc l'information, les graphiques sont générés très très rapidement. On a de la donnée à jour. Et par exemple, le timeout est à 1 minute. On ne mettra jamais plus d'1 minute pour afficher les éléments. Et c'est de toute façon beaucoup plus court. Là, voilà. Par exemple, on va faire un sales by region. Sales by state. Vous voyez, là, ça va être très, très, très rapide. Alors, je pourrais dire aussi last month, par exemple. Là, j'aurais mes sales par état pour uniquement le mois dernier. Alors, je pourrais aussi dire les derniers 7 jours, etc. Je pourrais faire uniquement les ventes mon top 3 de vente, mon top 5 de vente, etc. Changer Mon top 5 de l'agrégation aussi, par profit. exemple. Tout à fait, je peux changer l'agrégation. Voilà, je peux avoir les ventes moyennes par magasin, le panier moyen par magasin. Je peux avoir le total des ventes. Alors, un point que je mentionnerai ici, par contre aussi, pour que ce soit très clair, c'est que rien n'a été pré-créé. Donc, comme Tony tout à l'heure disait que on va essayer de désengorger les équipes data et d'analystes, c'est exactement ça. Eux, ils n'ont pas besoin de pré-créer ces drill downs. L'idée, ça va être de passer un peu de temps avec les métiers pour créer une base dans les live boards. Et puis moi, en tant que métier après, je vais consulter mes live boards. Si tout va bien, la réponse qui m'intéresse y est. Si elle n'y est pas, je vais pouvoir, avec un clic droit, commencer à faire des drill down à droite et à gauche pour trouver ma réponse. Et si ça ne me donne pas la réponse non plus, dans le pire des cas, j'ai toujours la barre de recherche pour pour poser des questions plus spécifiques que ce qui ne serait disponible dans les live boards. Romain, les données sur lesquelles tu t'appuies sont stockées où, comment, pour cette démo? Alors là, c'est des données de sample. D'accord. Ouais. Là, pour le coup, nous, on utilise la démo, je sais que c'est Snowflake chez nous. Mais encore une fois, Snowflake, BigQuery, Databricks, Redshift, c'est pas un souci. Voilà. Et pour reprendre les mots de Romain tout à l'heure, la raison pour laquelle la data est live et mise à jour, c'est parce que nous, comme on a dit tout au début, on va se connecter directement sur votre warehouse. Donc, on n'extrait rien de Snowflake dans notre cas. Tout reste chez Snowflake, mais nous, on va juste importer des modèles si on a. Au lieu de faire des jointures au sein de FuseSpot, etc.
Pour les parties plus techniques, on pourra faire des appels en séparé pour ceux qui sont intéressés. Peut-être la dernière chose, Romain, ce serait la partie Oui, Spot IQ tout à fait. 47 secondes. Alors, je voulais juste mentionner le fait que vous allez avoir des suggestions aussi de recherche en fonction de ce qui est le plus utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, Fookspot va apprendre des requêtes qui ont été faites sur telle ou telle source de données. Et il pourra être à même de vous proposer les choix les plus pertinents. Mais effectivement, passons à la partie Spot IQ. Alors, qu'est-ce que Spot IQ? En fait, Spot IQ va vous permettre de générer des insights automatiquement. Prenons par exemple notre comparaison entre nos t-shirts et nos vestes. Alors, vous allez voir, ça va être très, très rapide. En fait, il va pouvoir me proposer une analyse complète de ce que j'ai dans mon graphique. Hop. Donc voilà, bon là, c'est voilà, quand on creuse un peu l'information, qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante? Par exemple, là, on voit que quelques produits émergent du reste. En fait, on peut récolter tout un tas d'insights. Voilà, donc là, on voit que on a notre Oui, en gros, donc, l'idée ici, ça va être quand on fait des analyses sur certains boards, en gros, il va nous donner des tendances qui sont des anomalies qui sont statistiquement assez signifiantes, et nous permettent de rapidement voir que, Romain, si tu remontes, par exemple, le Clark County a vendu, il y a eu plus de ventes là, dans cet état-là que, je sais pas, si je prends tout à droite le Marion County. Donc peut-être que moi en tant que métier, je sais que c'est parce qu'on a une grosse campagne marketing sur ces trois états, ou parce que le temps était plus propice aux vêtements qu'on vendait, enfin peu importe les raisons. L'idée ici, c'est de vraiment nous donner, en sélectionnant certains points sur le graphique, des anomalies ou des outliers dans notre jeu de données. Après, on peut aussi le faire sur des courbes où j'ai une grosse baisse. Je peux sélectionner 2 points sur ma courbe et SpotIQ va, encore une fois, me dire ce qui a bien pu se passer entre ces dents. Donc, j'aurai un résumé de, voilà, tu as tes ventes de pantalons baissées de 100 à 80, ce qui fait moins 20%. Et ça, c'était les pantalons qui sont le moins vendus, etc., etc. Encore une fois, ça ne va pas forcément me donner la réponse, mais moi, en tant que métier, qui est le contexte du business, je vais pouvoir en déduire des choses en analysant ces anomalies. Et je sais qu'on a 5 minutes. Mais pas de souci, je voulais laisser Romain donc, le temps d'en refaire une Spot IQ qui tourne bien. Vas-y. Donc, en fait, c'est intéressant parce que tu montres qu'on n'est pas obligé de prendre juste l'intégralité du graphique, mais on peut sélectionner des points. vous pouvez sélectionner qu'une partie des mois ou une partie des item types. Enfin, vous pouvez vraiment faire un focus sur une petite partie des données qui sont affichées. Donc, c'est vraiment les points qui vous intéressent le plus. Donc là, tu es sur la partie pantalon. Donc là, directement, je vois qu'il y en a 12 qui sortent du lot, qui sont plus vendus que les autres. Donc déjà, moi, mon métier, ça va me permettre de... dont les pantalons de Thomas, je précise. Bon. Bon, sur ce, je pense qu'on a un peu dépassé. Romain, est-ce qu'il y avait encore un point que tu voulais absolument aborder ou... Alors, il y a plein d'autres points, mais juste pour vous dire qu'effectivement, on peut aussi gérer la sécurité au niveau de la ligne. On peut créer des groupes d'utilisateurs. On peut évidemment créer les sources de données, on peut les modifier. On peut créer des jointures entre elles. Bon, là, l'exemple s'y prête pas, mais on peut voilà, créer des données, on peut attribuer des synonymes en fait à nos valeurs. Là, par exemple, si vos sales, vous pourriez lui donner revenu comme synonyme, ce qui fait que vos utilisateurs, quand ils vont taper dans la barre de recherche revenu, ils auront les sales. En fait, Fookspot va interpréter qu'ils cherchent les sales en l'occurrence. Donc voilà, vous pourrez rentrer plusieurs synonymes. Comme ça, en fait, vous avez
un dataset qui est bien préparé et prêt à l'utilisation pour un grand nombre d'utilisateurs. Super. Je vois que Maxime a répondu à la question sur la mise à jour, enfin la connexion directe sur les données. Donc ça, oui. Ceux qui regarderont la vidéo par la suite, donc la question c'est au niveau de la mise à jour des données, à partir du moment où les datas sont à jour dans le warehouse, est-ce qu'elles seront à jour dans ThoughtSpot automatiquement ou est-ce qu'il faut aussi prévoir une mise à jour dans ThoughtSpot? Alors la réponse c'est que non, il n'y a pas de mise à jour côté ThoughtSpot à prévoir. En l'occurrence, à chaque fois que quand je vais recharger mon liveboard, et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit temps de latence de 1 ou 2 secondes quand j'ai des liveboards qui me permettent de scroller. C'est parce qu'il y a une requête qui est lancée dans le cas dans Snowflake afin de générer un liveboard avec la data la plus mise à jour possible. Donc s'il a été mis à jour il y a 2 minutes, ça sera la data d'il y a 2 minutes. Si c'était une semaine, ce sera la data d'il y a une semaine. Super. Messieurs, je propose qu'on s'arrête là. J'espère Oui. qu'on a répondu à la question de Cyril. Ouais, super. Merci Romain. Je sais que c'était pas évident. On n'avait pas autant de temps qu'il aurait fallu, mais voilà, Oui. c'est un petit peu fait plaisir en amont et merci en tout cas de t'être adapté. Merci à ThoughtSpot d'avoir été présent. Thank you, Tony. It's really great to hear from you and to get your insight on the issue of the day. And please come again. It was awesome. Merci donc à Tony. Merci à Maxime aussi pour ton input et de m'avoir aidé dans l'animation du webinaire. Merci à Thomas, toujours présent et bon, on l'a pas beaucoup vu, mais il était là et il nous a aidé sur l'organisation. Donc merci à lui. Sachez qu'il y a un événement à Paris, ThoughtSpot, la semaine prochaine que nous organisons un afterwork le 11 mai à partir de 18h. Les informations sont sur notre site internet. Thomas, si tu peux mettre le lien peut-être dans le chat, on le mettra aussi dans la publication de l'enregistrement si on y arrive à temps. Il y a un jour férié qui tombe entre-temps, donc voilà, je ne veux pas mettre de promesses qu'on ne saurait tenir. Merci beaucoup Maxime qui l'a mis aussi, c'est top. Et Thomas, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à engager avec nous lors de cet événement. Et si vous êtes intéressé par le produit, sachez qu'on a mis en place une offre de démarrage pour célébrer le lancement du partenariat avec un pack de lancement, avec de l'accompagnement et un package de licence qui va de pair, avec une remise de 50% sur le service que propose Activision. Pour cela, il faut souscrire aux licences avant la fin du mois de juillet. En tout cas, toutes les informations sont également disponibles sur notre site internet. On vous communiquera les détails, bien entendu. Si vous avez un intérêt quelconque, n'hésitez pas à engager avec nous. On est là pour ça. Ça a été un plaisir d'animer cette session, navré du léger dépassement de l'horaire, mais voilà, je pense que c'était tout de même pertinent. On vous partagera le contenu. N'hésitez pas à engager avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet Tech2Vision et ou ThoughtSpot. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Et Thanks, bye. bye.